L'emploi est un sujet grave, c'est un sujet extrêmement lourd, compliqué, sur lequel on entend des choses très différentes. Et il est vrai que l'Europe se casse le nez sur l'emploi depuis de nombreuses années. Lorsque l'Union européenne a été constituée en 92, bien qu'elle ait avant une longue histoire, déjà le chômage était à un niveau très élevé. Et le chômage reste et à un niveau très élevé et a encore augmenté dans la période récente. Alors, malgré ceci, il y a une grande diversité en Europe des situations d'emploi. Pervenche Berès l'a rappelé tout à l'heure. Sur le prochain graphique, vous allez voir qu'il y a des pays dans lesquels le taux de chômage est au-delà de 25%, des pays bien connus, la Grèce, l'Espagne, et des pays qui réussissent très bien en matière d'emploi, l'Autriche, l'Allemagne. L'histoire de l'Allemagne dans ce domaine est plus récente. Vous savez qu'en Allemagne, le chômage a baissé durant la récession. Aujourd'hui, le chômage est plus bas en Allemagne qu'en 2008, de l'ordre de 3 points plus bas. Et au milieu, il y a évidemment la moyenne de l'Union européenne qui a aujourd'hui, en juin 2013, un niveau de chômage qui est de l'ordre de 10,5%. Alors, on voit qu'il y a une très grande diversité des performances en matière d'emploi. Ce que l'on sait aussi, c'est que ces différences persistent. Elles persistent au cours du temps, elles perdurent la plupart du temps. Les pays qui ont des taux de chômage élevés aujourd'hui sont aussi ceux qui avaient des taux de chômage élevés il y a 15, 20 ans, avec quelques exceptions, quelques changements importants, pour ne pas le citer encore une fois, l'Allemagne. Alors, ce qui est important de remarquer, c'est que ces différences, elles sont associées à de très importantes différences en matière de réglementation des marchés du travail, de politique locale. Vous savez, nous avons parlé du salaire minimum tout à l'heure, par exemple. Il y a des pays dans lesquels il y a un salaire minimum légal, la France, l'Espagne. Il y a des pays qui n'ont pas de salaire minimum légal, le Danemark, la Suède. L'Allemagne, pour l'instant, n'en a pas, elle en aura peut-être un dans quelques années. Et donc, il y a une grande hétérogénéité des situations en ce qui concerne aussi l'assurance chômage, la réglementation des licenciements, les taux de syndicalisation. Nous avons une extrême diversité des situations, à la fois en matière d'institutions et de performance des marchés du travail. Et face à cette grande diversité, la politique européenne pour l'emploi dispose d'un budget très limité et de moyens aussi très limités en ce qui concerne les moyens légaux d'intervention. Pour l'essentiel, mis à part l'utilisation de quelques fonds dont Pervenche Berès a parlé, eh bien, la Commission et l'Union européenne jouent un rôle de coordination et de conseil. Et il y a effectivement des changements, mais qui restent très marginaux. Par exemple, la garantie jeune, qui mobilise 6 milliards d'euros, est une initiative intéressante, mais elle ne change pas fondamentalement la donne. Elle reste avec un budget très limité, étant donné l'ampleur des problèmes auxquels l'Europe est confrontée. Et donc, à ce titre, dans son rôle des missions de recommandation, la politique européenne émet des avis sur l'assurance chômage, la protection de l'emploi, le dialogue social, le chômage partiel, la concurrence, en essayant de fixer des objectifs adaptés à chaque pays et de manière à accroître les taux d'emploi. Et il est vrai que dans ce rôle, la politique européenne essaie de prendre en compte les spécificités de chaque pays. Néanmoins, nous apercevons de plus en plus que cette tâche est extrêmement difficile. Elle est difficile parce que ces différences entre pays sont extrêmement importantes et surtout, nous allons le voir, elles ont de très profondes racines. Et c'est ce dont je voudrais vous entretenir pendant ces quelques minutes en parlant d'une des politiques phares de l'Union européenne qui est la flexicurité. Vous savez que la politique de flexicurité est une recommandation de la Commission européenne depuis plusieurs années. La flexicurité, elle est directement inspirée du modèle danois et elle a pour objet de concilier la mobilité du travail de manière à pouvoir avoir des gains de productivité, à favoriser la croissance et la sécurité des parcours professionnels. Et elle repose sur deux piliers. Tout d'abord, une assurance chômage généreuse avec un service public de l'emploi bien organisé de manière à accompagner les personnes qui passent d'emploi à emploi. Et puis, ensuite, deuxième pilier, un système de protection de l'emploi très flexible avec une protection des emplois permanents, des coûts de licenciement qui sont très faibles et de manière à pouvoir faciliter la réorganisation des entreprises. Alors,
ce choix qui consiste à jouer à la fois sur une forte assurance chômage et une flexibilité de l'emploi est vraiment une des politiques qui est mise en avant par la Commission européenne depuis plusieurs années. À ce titre, j'ai participé à un rapport d'un comité d'experts sur la flexicurité en 2007 et nous avons essayé de donner des recommandations qui soient adaptées à chaque pays. Et en fait, a posteriori, nous sommes aperçus que nous avons été confrontés à des difficultés extrêmement importantes et sûrement plus importantes que nous le soupçonnions. Et donc à partir de là, nous avons commencé à réfléchir à ce sujet, à essayer de comprendre pourquoi il était aussi difficile de faire passer des idées qui semblent a priori des bonnes idées, mais qui sont très difficiles à mettre en œuvre dans certains pays, alors qu'elles fonctionnent dans d'autres pays. Et pour vous convaincre de l'ampleur du problème, j'aimerais qu'on commence à regarder les aspects culturels en ce qui concerne l'hétérogénéité des situations en Europe. Et un des aspects culturels qui joue un rôle important en termes de possibilité de mise en œuvre d'une assurance chômage généreuse et d'une flexibilité de l'emploi, c'est ce qu'on appelle les attitudes civiques. Ici, je vais dire des choses qui sont peut-être un petit peu provocantes, mais nous apercevons qu'au sein de l'Europe, il y a une grande hétérogénéité des attitudes civiques au sein de chaque pays. Alors, comment mesure-t-on les attitudes civiques ? Eh bien, on peut mesurer les attitudes civiques de diverses manières, mais notamment à partir d'enquêtes. Nous disposons d'enquêtes qui interrogent les personnes depuis une trentaine d'années sur tout un ensemble de questions relatives à leurs croyances religieuses, leurs orientations politiques. Et on pose aussi cette question dans le cadre d'une enquête qui s'appelle le World Values Survey, qui couvre à l'heure actuelle 90% de la planète. Pensez-vous qu'il peut être justifié de réclamer des transferts sociaux auxquels vous n'avez pas le droit ? Et vous pouvez répondre « jamais » ou « toujours » ou « ça dépend ». Et sur ce graphique, vous avez la part de personnes qui répondent dans chaque pays « jamais » à cette question. Et vous voyez qu'il y a une très grande différence dans les pays du nord de l'Europe, Danemark, Suède, Pays-Bas, Norvège, à peu près 80% des personnes répondent qu'il est jamais acceptable de réclamer et de percevoir des minima sociaux auxquels nous n'avons pas le droit, alors que dans des pays comme la France, la Grèce, eh bien, ce taux est de l'ordre de 40%. Alors, on peut dire que ces différences d'attitude, qui sont, vous voyez, extrêmement importantes, elles tiennent au fait qu'il y a différents niveaux de diplôme, différents niveaux de revenus, différents types de religions dans ces différents pays. Or, lorsque l'on compare pour des personnes de même religion, de même niveau de revenus, de même niveau d'éducation, dans le graphique suivant, eh bien, les attitudes, on s'aperçoit qu'on retrouve exactement le même type de différence. Ici, vous avez l'écart entre le pays le plus civique, entre guillemets, le Danemark, et les autres pays. Vous voyez par exemple que la France a un écart d'à peu près 50% pour des personnes de même revenu, donc de même niveau d'éducation, de même âge, etc. Et donc ceci signifie qu'il y a une très forte spécificité nationale dans ce domaine, une très forte spécificité nationale, et on s'aperçoit que cette spécificité nationale, elle perdure. On observe ces faits à peu près de la même manière dans les années 80, dans les années 2000 et aujourd'hui. Et le graphique suivant montre aussi que ces attitudes, elles sont influencées par l'environnement national, mais elles perdurent aussi au sein de chacun d'entre nous, dans la mesure où, si nous regardons les attitudes des personnes qui vivent aujourd'hui aux États-Unis, mais qui descendent de différents pays d'origine, dont les parents, grands-parents ou arrière-grands-parents sont originaires donc de différents pays d'origine, on s'aperçoit qu'il y a une très forte relation entre eux, eh bien, les attitudes de ces personnes qui sont marquées sur l'axe horizontal, toujours en écart par rapport au Danemark, et les attitudes dans le pays d'origine qui sont marquées sur l'axe vertical. Vous voyez par exemple que eh bien, la France, eh bien, les personnes qui sont nées aux États-Unis mais qui sont originaires de France eh bien, ont un niveau en moyenne, répondent beaucoup plus fréquemment que des personnes issues du Danemark, qui sont marquées ici en 0, eh bien, qu'il peut être acceptable de percevoir des minima sociaux auxquels nous n'avons pas le droit. Alors,
ce qui est important de remarquer, c'est que cette importante hétérogénéité, donc, qui semble être un trait culturel qui change au cours du temps. Lorsqu'on observe les différentes générations d'individus qui vivent aux États-Unis, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a peu à peu une convergence des attitudes. Mais néanmoins, il y a une très forte inertie. Et ce qui est préoccupant, c'est que ces attitudes sont très corrélées aux institutions du marché du travail et pour une raison qui est assez naturelle. En effet, pour mettre en place un système d'assurance chômage efficace, il faut avoir une administration qui fonctionne bien. Il faut aussi que les personnes qui bénéficient de l'assurance chômage respectent les règles et qu'il soit facile de faire respecter ces règles grâce à un ensemble de normes sociales qui sont en vigueur dans ce pays. Et évidemment, plus ces règles sont difficiles à mettre en œuvre et plus il est coûteux d'être généreux et de mettre en œuvre une assurance chômage généreuse. Et dans ce cas, on peut comprendre qu'il est plus efficace d'essayer de protéger les emplois des personnes qui ont des emplois dans la mesure où il va être très coûteux de les faire passer d'un emploi à un autre parce que, il sera très coûteux de leur verser une assurance chômage généreuse. Et on s'aperçoit effectivement que, sur le prochain graphique, les pays dans lesquels il y a une attitude civique un niveau d'attitude civique qui est élevé. Regardez toujours le Danemark. Ici, sur l'axe horizontal, nous avons l'écart par rapport au Danemark. Ces pays ont un niveau de flexicurité important qui est repéré par le rapport entre les dépenses par chômeur et le niveau de protection de l'emploi, une mesure de niveau de protection de l'emploi qui est issue d'une mesure donnée par l'OCDE. Donc, sur l'axe vertical, plus l'indicateur est élevé et plus le pays s'approche de la flexicurité. Et vous voyez ici, effectivement, que les pays qui ont des attitudes civiques plutôt favorables, ont adopté, assez logiquement, un système dans lequel il y a une assurance chômage plus généreuse et une protection de l'emploi qui est plus faible. Et ça, on l'observe à la fois quand on regarde les pays en coupe, à un moment donné, mais aussi lorsqu'on regarde l'évolution des différents pays. C'est ce qu'on voit sur le prochain graphique. En effet, quand on voit l'évolution au cours du temps entre les années 80 et les années 2000 des attitudes civiques, on s'aperçoit que dans les pays dans lesquels les attitudes civiques se sont plus dégradées par rapport au Danemark, ces pays ont opté pour une assurance chômage de moins en moins généreuse et une protection de l'emploi de plus en plus forte. Et donc, vous voyez que cette évolution va exactement à contre-courant des préconisations de la Commission européenne, mais elle semble liée à des fondamentaux, au fait qu'il y a des contraintes qui sont liées à la manière dont fonctionne chaque pays, et ces contraintes exercent une pression forte sur le choix des institutions, et il est extrêmement difficile de parachuter des recettes qui ont des effets extrêmement différents, potentiellement, selon la manière dont fonctionnent nos administrations et la manière dont tout un chacun nous nous comportons dans chaque pays, même si ces faits sont assez désagréable à entendre pour certains d'entre nous, bien évidemment, mais ce sont des faits que l'on trouve dans ces enquêtes. J'insiste aussi sur le fait que, évidemment, ces enquêtes sont purement déclaratives, mais de très nombreuses expériences dans le domaine de la psychologie sociale ont montré que ces enquêtes correspondaient à des comportements. Par exemple, si l'on regarde le taux de portefeuille rapporté lorsque on jette un portefeuille dans la rue avec l'équivalent de 100 €, si on regarde dans chaque pays le taux de portefeuille rapporté au commissariat, on s'aperçoit que le pourcentage de portefeuilles qui sont rapportés au commissariat est beaucoup plus faible dans les pays dans lesquels le civisme déclaré est faible que dans lesquels le civisme déclaré est élevé. Et donc, ces enquêtes nous renseignent vraiment sur des caractéristiques importantes de chaque pays, même si, évidemment, ceci n'est pas toujours agréable à entendre. Alors, à partir de là, que penser ? Ce que l'on peut penser, c'est que pour pouvoir agir sur la situation de chaque pays, il faut mener des actions en profondeur. Et une des premières actions en profondeur, évidemment, dans ce domaine, mais nous allons parler d'autres domaines, c'est l'éducation. L'éducation, évidemment, joue un rôle important. Alors, l'éducation joue un rôle important tout simplement pour avoir accès au marché du travail, pour pouvoir trouver un emploi, mais elle joue aussi un rôle important parce qu'elle modèle les attitudes civiques. L'éducation modèle les attitudes civiques, elle modèle la manière dont on vit ensemble, et on s'aperçoit que là aussi, il y a une très forte hétérogénéité des situations en Europe. Par exemple, on s'aperçoit que les méthodes d'éducation
d'éducation sont très diverses au sein des différents pays européens, et on s'aperçoit que ces méthodes d'éducation sont elles-mêmes associées aux attitudes civiques, à la confiance aussi que l'on peut avoir l'un envers l'autre. En effet, la confiance que nous avons l'un envers l'autre est aussi très différente au sein de chaque pays européen. On s'aperçoit que dans les pays dans lesquels il y a des attitudes civiques très développées, la confiance que l'on a en autrui est beaucoup plus importante. Et sur le graphique suivant, nous allons nous apercevoir que les méthodes d'éducation sont très liées à la confiance que les personnes ont l'une envers l'autre. Dans ce graphique, vous avez sur l'axe horizontal l'écart entre des méthodes d'éducation que nous appelons verticales. Les méthodes verticales sont caractérisées par le fait qu'il y ait une forte proportion du temps passé en classe à écouter le professeur professer son cours au tableau. Ce sont des élèves de 15 ans qui répondent à ces questions dans ces pays à partir sur ces enquêtes. Et les méthodes d'éducation horizontale eh bien, sont caractérisées par le fait que les élèves passent une grande proportion de leur temps à travailler en petits groupes, à mener des projets. Et nous nous apercevons que donc, sur l'axe horizontal, on a l'écart entre, si vous voulez, le temps passé à écouter son professeur au tableau en prenant des notes et le temps passé à travailler en groupe. Et nous apercevons sur ce graphique que les pays du nord de l'Europe, la Suède, la Norvège, qui sont marqués par le fait qu'il y a peu de temps passé à écouter le professeur au tableau et beaucoup de temps passé à travailler ensemble, à mener des projets ensemble, eh bien dans ces pays, la confiance mutuelle est beaucoup plus développée. Au contraire, vous voyez par exemple la France est caractérisée par le fait que dans cet ensemble de pays, la France est le pays dans lequel les élèves passent le plus de temps à écouter passivement leur professeur au tableau par rapport au temps qu'ils passent à travailler en groupe. Et ces méthodes d'éducation montrent qu'il y a aussi évidemment des racines profondes dans les attitudes. Nous avons des manières d'enseigner qui sont très différentes au sein de chaque pays, et ceci est très lié ensuite à la manière dont nous nous comportons ensemble, et ceci modèle les possibilités d'élaborer des institutions qui sont favorables, plus ou moins favorables à l'emploi. Alors, tout ceci dans ce que je viens de raconter ici, eh bien, est très défavorable finalement aux pays du sud de l'Europe. Néanmoins, le message que je voudrais faire passer n'est pas celui selon lequel il faut à tout prix imiter les pays du nord de l'Europe. En effet, sur d'autres valeurs, on peut penser que ce sont plutôt les pays du sud de l'Europe qui ont un avantage. Par exemple, si l'on regarde les valeurs familiales, on s'aperçoit que les valeurs familiales, les liens familiaux sont beaucoup plus forts au sud de l'Europe. Et de ce fait, eh bien que les taux de chômage des jeunes soient très élevés au sud de l'Europe, le taux de pauvreté des jeunes est plutôt plus faible au sud de l'Europe qu'au nord de l'Europe. Tout simplement parce que les liens familiaux sont beaucoup plus forts. Donc je crois que l'enseignement qu'on doit retirer de cette grande hétérogénéité, c'est qu'il y a au sein de chaque pays des attentes différentes, des possibilités de mettre en place des institutions qui sont extrêmement différentes, et donc il est très difficile de penser des recettes qui soient adaptées à tous les pays. Il faut vraiment rentrer en profondeur dans les spécificités de chaque pays pour comprendre non seulement ce que l'on peut changer, mais aussi ce que l'on veut changer. Évidemment, si je prends l'exemple des attitudes civiques, il est bien évident qu'il est préférable de vivre dans un pays dans lequel les attitudes civiques sont meilleures, plus développées, dans lesquelles nous avons plus confiance en autrui. En revanche, lorsque l'on pense aux valeurs familiales, alors là, ça se discute beaucoup plus. Il est tout à fait possible que dans certaines zones d'Europe, eh bien, les jeunes préfèrent rester plus longtemps au sein de leur milieu familial, travailler moins, et donc ça, ce sont des choix de société sur lesquels je pense qu'il faut que nous nous interrogions mutuellement, quitte à accepter une certaine différence dans les choix, différents modes de vie, de telle sorte à pouvoir chacun vivre dans un environnement dans lequel nous pouvons nous épanouir et discuter sur le fond de nos valeurs et apprendre mutuellement à changer, à évoluer, de manière à vivre dans un environnement qui soit plus favorable non seulement à l'emploi, mais aussi finalement à l'environnement quotidien pour chacun. Voilà, je vous remercie pour votre attention.